Bonjour à tous, nous revoilà pour notre deuxième épisode de notre mini-série à la découverte des distilleries de la Martinique. Nous sommes donc aujourd'hui à Rivière-Pilote pour découvrir la maison Lamoni, dont l'histoire a débuté en 1749. On embarque pour une visite guidée et commentée par Pierrette à bord du petit train. C'est parti. La distillerie fonctionne de 6h jusqu'à 22h. Ils feront 2 quarts. Lamoni emploie 130 personnes pendant la retraite. Nous avons donc pu faire le tour du propriétaire, en commençant donc par le lieu où est stockée la canne à son arrivée, l'usine de broyage pour la préparation du jus, le stockage de la bagasse, donc après broyage, ensuite des vestiges de l'habitation et bien évidemment les colonnes à distiller. Comme vous le voyez donc, à Rivière-Pilote, sur le site de la maison Lamoni, 3 rhums sont donc distillés. 3 rivières, Duquesne et bien évidemment le rhum Lamoni. Toujours à la suite de Pierrette, que nous écoutons religieusement, nous découvrons les différentes étapes de fabrication du rhum. De la coupe de la canne à la fermentation et la distillation du jus afin d'obtenir le rhum. Nous sommes ensuite dirigés vers le chai, où nous avons eu le privilège d'avoir un entretien avec le maître de chai, M. Daniel Boudin. Donc le rhum habitant était fait un petit peu avec cette même technique-là. Et donc les gens l'appréciaient localement. Donc quand on avait un invité de marque, je mets ça entre guillemets, parce que tout invité c'est un invité, il n'y a pas de marque, on lui offrait le rhum habitant. Ici ça s'appréciait, mais en France c'était un peu moins apprécié que le rhum de mélasse. Et puis au fil du temps, et puis vers les années 1960, ça s'est amélioré, le temps de fermentation était plus court, etc. Et là, on a commencé à exporter et à vendre notre rhum agricole. D'accord. En 1975, on a pris l'option de faire un produit de qualité à partir de ça. Mais ça permet aux autres rhums de surfer sur nous, aux îles Sœurs, de surfer. Ben, on est des Antilles, on fabrique à peu près de la même manière. Donc voilà. Chacun a ses goûts qui sont différents. Voilà, De toute façon, d'une distillerie à l'autre, même sur la même île, c'est pas les mêmes goûts. Donc c'est intéressant d'avoir un grand panel de rhum agricole avec plein de Mais goûts déjà, d'une différents. distillerie à l'autre, en Martinique même. Oui, c'est pas. Ça a déjà des particularités, Ouais, il y a c'est des... vrai. Ouais. Donc, on va commencer la visite et dans le développement on va pouvoir vous expliquer toutes ces différences-là. Vraiment. Donc, en 1996, nous avons obtenu l'appellation d'origine contrôlée, ce qui va, je pense que Pierrette a soufflé 2 mots, Oui. ce qui va nous imposer d'avoir un cahier des charges à respecter. Donc, il faut que le terrain soit répertorié au cadastre. Donc, en Martinique, il y a à peu près 3800 hectares de cannes plantées. Sur ces 3800, il y a à peu près 60 à 70% pour les distilleries et le reste pour la sucrerie. D'accord. Ensuite, la canne doit être récoltée entre le 2 janvier et le 31 août. Nous sommes sur une période qui va de mi-février à fin mai. Cette année, on a commencé le 22 janvier, un petit peu plus tôt. Ensuite, la canne, une fois qu'elle a été coupée, elle sera acheminée à l'usine. Là, on va vérifier le Brix et le pH. Donc, le Brix, c'est la quantité de sucre. L'AOC nous autorise un Brix allant de 14 et n'excédant pas, non, au-delà de 14. Il n'y a pas de maximum. Nous sommes sur un Brix qui tourne autour de 19 jusqu'à 22. L'année dernière, on a eu du 24,
brix, de brix. Ensuite, à ce jus qui sera extrait de la canne à travers 4 moulins successifs, on va obtenir d'un côté le jus dans lequel on va rajouter de la levure fermentaire et de l'autre côté de la bagasse qui va servir de carburant pour faire chauffer les chaudières, générer de la vapeur et pouvoir faire fonctionner les colonnes uniquement. Pour d'autres distilleries, ça va faire fonctionner la totalité de l'usine, fabriquer de l'électricité, faire tourner les moulins, etc. S'il y a d'embêtant, vous pouvez avoir des baisses de vapeur, de pression, et ce qui fait que vos moulins ne vont pas tourner de manière régulière. Ce qui fait que l'extraction ne va pas se faire de la même manière. Nous avons opté pour une mécanisation des rôles électriques du moins. Et donc là, on peut garantir une pression permanente tout au long du pressurage de la canne. Donc à ce jus, on va rajouter de la levure fermentaire, la Saccharomyces cerevisiae. C'est une toute petite levure. Il y a différentes levures, différentes tailles. Donc on a choisi une levure qui est robuste et qui a du caractère. C'est ce que toutes les distilleries utilisent en général. C'est la 493. Et là, la levure, elle va avoir pour objectif, c'est ça, sa vie, c'est de se multiplier. Et pour se multiplier, elle a besoin d'avoir un milieu sain. Donc, elle va fabriquer son milieu sain. Donc, vous pouvez laisser une banane dans une coupe. Quand vous revenez 15 jours après, vous avez ce côté éthéré. Donc, elle va fabriquer de l'alcool. Et si vous étiez resté à côté à sniffer, vous allez voir qu'elle dégage aussi du CO2. Donc, elle va avoir ces deux effets-là. Pour se multiplier, il faut qu'elle rende le milieu sain. Elle va générer aussi un peu d'acidité. Elle va faire de l'alcool et ensuite dégager du CO2. Ça doit se faire entre 24 et 120 heures. Donc je vous ai dit que nous, on est à peu près entre 24 et 36 heures de fermentation. Ensuite, le vin qu'on doit obtenir doit avoir une valeur supérieure à, je dis ce que j'ai de l'époque, 3,7, 3,8. Je crois que la limite c'était 4 mètres, c'est à 4. Et il ne faut pas excéder 7 degrés. Parce que la colonne, elle est aussi construite, puisque l'AOC va nous imposer une taille de colonne. Donc la colonne, elle est construite pour absorber ce degré de vin-là. Donc ça va être influencé par le débit et la pression de vapeur qui va arriver en dessous. Donc l'AOC va nous imposer des colonnes allant de 70 cm et n'excédant pas 2,10 m. Je dis les chiffres grosso modo, mais c'est ça. Si vous allez au Brésil, elles font 4 fois cette taille-là. Ce que nous fabriquons en une année, ils font ça en une journée. Donc, une fois que tout ça a été respecté, la colonne, c'est un cylindre surmonté de plusieurs plateaux. Au niveau de chaque plateau, vous avez un niveau de débordement. Et à ce niveau de débordement, vous avez une calotte, donc un bol renversé. Ce qui fait que la vapeur qui va arriver au pied de la colonne et le vin qui va arriver, je dis au tiers supérieur de la colonne, donc c'est sous les plateaux de concentration qui sont forcément en cuivre. Le reste de la colonne peut être soit en cuivre, soit dans une autre matière. Chez nous, c'est en inox. Et donc, le vin va remplir le premier plateau, déborder sur le plateau inférieur, et ainsi de suite. On va dire que la colonne va se charger, on va la charger. Et ensuite, la vapeur va venir et faire le sens inverse et barboter au niveau de chaque plateau, extraire les arômes et monter au plateau supérieur, et ainsi de suite. Et là, une fois que c'est lancé, ça va se faire de manière continue. Donc, en tête de colonne, on va avoir des gaz qui vont être réfrigérés pour obtenir le liquide du rhum. Et en pied de colonne, on va avoir ce qu'on appelle de la vinasse. Donc, c'est une eau chargée en éléments en suspension qui, lorsque vous passez près d'une distillerie, vous savez que vous êtes près de la distillerie. Alors, ce rhum qui est distillé doit être compris entre 65 et 75 degrés. Il y a aussi le respect du nombre de plateaux. Donc, nous pouvons aller jusqu'à 9 plateaux de concentration. Nous sommes entre 3 et 5. On peut aller jusqu'à 27 plateaux. Et nous sommes à peu près entre 17 et 19 plateaux d'épuisement. Donc, une fois qu'on a respecté les critères AOC, le rhum est acheminé vers les chais. On va continuer la visite là-bas. Donc, à l'issue de cette dégustation, le rhum, soit il est agréé, donc il n'y a pas de souci. Il obtient un numéro d'agrément AOC.
soit le rhum est ajourné pour un défaut mineur, donc soit je m'entête en me disant, c'est les dégustateurs, ils étaient complètement sourds quand ils sont venus déguster, ou que mon rhum était en dernier, ils ont tout bu, etc. Et je suis le meilleur, le plus fort, donc je représente tel quel. Et ça arrive ça? Non, il faut vraiment être... Deuxième passage, il est encore ajourné, s'il retrouve le même défaut. Je m'entête encore, je dis qu'ils ne savent pas faire et que j'ai un bon rhum. Et je vais présenter à une troisième commission. Ce sera une commission composée uniquement des différents présidents des autres commissions. Commission de dégustation, commission de vieillissement, commission de distillation, etc. Et donc, à l'issue de cette dégustation, si le rhum est ajourné, il sera définitivement ajourné. Et là, on pourra le mettre sous l'appellation rhum des Antilles françaises avec une IG ou une GP. D'accord. Et puis, l'autre critère, ça peut être, je ne m'entête pas, les dégustateurs sont souverains, ils ont dit qu'il y avait un défaut, j'améliore, donc je vais faire un assemblage. Et autant de fois que je vais assembler, autant de fois ça va être une nouvelle cuvée et je pourrai le représenter autant de fois que je l'assemble. Et puis, dernière possibilité, il est ajourné pour un défaut majeur et là, il est affecté à un rhum des Antilles françaises avec IGP ou une IG. Okay. La commission, elle a une date bien précise chaque année. Vous avez un, alors, vous avez un calendrier. Pas une date, c'est un calendrier. Donc, commun à tout le monde. Premier semestre, deuxième semestre. Et voilà, il y a des dates limites de prélèvement et il y a des dates de passage. Donc, en gros, une semaine avant, c'est la date limite de prélèvement. Et la semaine d'après, on peut présenter les rhums à la commission. Mais en gros, en début de campagne, c'est pratiquement toutes les semaines. Parce qu'il y a les rhums blancs qu'il faut agréer. Et puis, à partir du deuxième semestre, là, on commence à entrer dans des phases un petit peu plus, moins répétitives. C'est à la fois sur du rhum blanc, du rhum dur, ou bien tout passe à la aussi. On va passer dans la... Là, une fois que j'ai obtenu mon agrément AOC pour le blanc, je vais transférer mon rhum dans l'une des 12 cuves de 50 ml que nous avons ici. Et là, on va pouvoir réduire progressivement notre rhum. Donc chaque cuve est équipée d'une arrivée d'air. Ça va permettre d'homogénéiser la cuve, une arrivée d'eau, et puis un circuit qui va pouvoir pomper le rhum pour filtrer, et un circuit aérien qui va permettre d'alimenter les cuves par le haut. Donc ma réduction va se faire progressivement. Donc il y a deux techniques. Soit j'ai un rhum qui avait un petit défaut que je n'aime pas, même si c'est passé en commission, et donc soit je décide de mettre tout le volume d'eau en une seule fois. Donc là je vais avoir une réaction exothermique. Donc les molécules H2O vont vouloir se positionner, vont faire vibrer les liaisons pi et sigma qui relient les molécules entre elles. Donc une fois que c'est cassé, là, il y a un échauffement qui va se faire. Et donc on peut avoir jusqu'à 1 degré, voire 2-3 degrés en plus. Je parle en degrés Celsius, hein, en plus de degrés standard. Et donc, première solution, et donc ça va faire évaporer tous les éléments très volatiles, comme les acétones, esters, etc. Et puis, méthanol. Et ensuite, deuxième solution, je vais réduire tout doucement sur une quinzaine de jours, donc par palier de 5, entre 3 et 5 degrés, jusqu'à obtention de degré de commercialisation. Une fois que j'ai obtenu mon degré, je vais laisser reposer, échantillonner, envoyer au labo interne pour être analysé. Et là, le labo va nous donner son accord pour l'embouteillage. Donc à partir de là, on va pouvoir fonctionner dans la cuve et filtrer et envoyer sur la chaîne d'embouteillage, ou encore changer de cuve ou faire notre assemblage, etc.
c'est très tendance, tout le monde veut en sortir un, mais est-ce que vous avez prévu ça dans votre agenda? Est-ce que vous voyez un intérêt? Est-ce que vous pensez en sortir un? Alors, tout a toujours un intérêt, parce qu'on a des dégustateurs différents, qui ont des palais différents, etc. Sortir un bout de fût, à une époque, c'était dans mon objectif de le faire. Bon, là maintenant, presque tout le monde le fait. Mais il faut pouvoir sortir un bout de fût qui soit très soyeux, quoi, on va dire. Pas que ça arrache. Voilà. Ou ça peut être sur l'une des 3 marques pour booster, voilà. Pour l'instant, c'est pas dans le carnet de commandes. D'accord. Et justement, mais on peut le faire. Il y a pas de souci là-dessus. Je voulais vous demander aussi quelle identité en fait est propre à chaque team. C'est-à-dire que c'est vous qui décidez pour les 3. Donc, comment vous définissez en fait la stratégie aromatique de chaque pomme? C'est-à-dire que pour Trois-Rivières, alors vous avez énormément de gammes entre la cuvée du Moulin, la cuvée de l'Océan, etc. Mais c'est quoi la stratégie? C'est-à-dire, est-ce que vous vous dites, quand je distille pour Trois-Rivières, est-ce que vous avez un cahier des charges ou c'est vous en fait qui, en concertation avec la direction, vous décidez de faire une gamme très élargie sur un, peut-être plus aromatique sur celle-là, peut-être plus douce sur une? C'est quoi en fait, entre guillemets, l'identité propre de chaque? Alors déjà, l'identité de chaque marque est liée à soit la technique de fermentation, soit la colonne à distiller. Vous avez vu les différentes colonnes, vous avez vu que la Duquesne est un petit peu plus large que la Trois-Rivières, les colonnes mollies sont plus longues, en plus de plateaux, et tout ça, ça va jouer sur la sélection aromatique du produit. Donc derrière, nous, on va dire que Trois-Rivières est plutôt masculin, une présence et s'affirme. Moni est plutôt sur des notes très florales, très fruitées, et Duquesne est entre les deux. C'est pas un choix, on n'a pas décidé de mettre Duquesne au milieu, c'est comme ça que ça aurait pu être Trois-Rivières. Donc si on a une règle graduée, on va dire qu'à une extrémité on a Moni, ensuite on a tous les autres rhums de Martinique, et puis on arrive à l'autre bout, on a une marque du Nord qui est complètement à l'extrémité, et puis Trois-Rivières se trouve un petit peu avec plus de tonicité et de parfum. Ça, on l'a constaté sur la gamme, la trilogie entre la Roman. Alors, le vieux, c'est encore autre chose, puisque là, ça c'est le blanc. Donc, pour le blanc, c'est la colonne qui va. Après, pour le vieillissement, vous avez vu, lors de la première visite, on parlait de plein de choses. Donc, pour le vieillissement, on va sélectionner un rhum blanc qui a de la structure, de la charpente. Si vous mettez un rhum qui est timide déjà au nez, que vous l'enfermez pendant 3 ans dans un fût, ben, le bois va prendre le dessus et vous allez déguster, je ne dis même pas déguster, vous allez boire de la sauce au bois. Ça ne va pas être agréable. Donc on va sélectionner un rhum qui a de la charpente. C'est comme quand vous avez un jus de pomme et un jus de goyave. En bouche, vous voyez qu'il y a un qui a du volume, l'autre est plus très souple. Donc on n'a pas de l'épaisseur, mais on a cette sensation de mâche quand on dit qu'il est structuré, il a beaucoup plus de charpente. Ensuite, on va sélectionner nos fûts. Donc, on va tout d'abord sélectionner l'origine du bois. Donc, c'est toujours du chêne, mais ça peut être du chêne français, Allier, Limousin, ça peut être, pour ce qui nous concerne, en ce qui nous concerne, du chêne des États-Unis, Minnesota, Missouri, Appalaches, Oklahoma, voilà. Et puis, ensuite, donc, chaque origine aura sa spécificité. Tout ce qui est américain, je vous dis que la veine du bois est un peu cirée, il y a de la cire qui va empêcher que ça coule, et tout ça, ça va apporter des notes aromatiques. Donc, le fût américain, en général, on les prend en deuxième main, ce sont des fûts qui ont contenu du bourbon. Et là, ça va être un brûlage à l'intérieur, on va dire peau de crocodile ou alligator. Pour le fût français, on a soit du fût neuf, donc on va demander une chauffe particulière, donc là on a tout un lot avec des fûts neufs encore là derrière nous, ou dans le coin là-bas, donc on va demander des chauffes spécifiques, et si on se rapproche du fût, on va voir qu'il y a des petites adaptations, là on va faire une chauffe extrêmement froide, et là c'est la société Quintessence, et eux ils sont spécialisés dans des fûts dans du bois américain. Là on a tradition 3, là on a un autre, c'est tradition 2, etc. Donc
on va donner au tonnelier notre cahier des charges, quel type de bois prendre, quel est le temps de maturation du bois, quel est le grain du bois. Donc ici, on voit le grain sur ça. Ici. C'est juste pour mouiller, hein. Soit on mouille la main ou avec un peu d'eau. Là, vous allez voir vraiment les traits. C'est surtout ces traits-là. On va voir que c'est très, très, très large ici. Vous voyez? Et puis là, c'est un petit peu plus serré. Donc ça va donner une idée sur le grain. Donc on peut avoir chez Quintessence, ils sont essentiellement bois américain, mais ils vont mettre aussi du grain fin, du gros grain. On peut demander qu'on souhaite avoir que du gros grain ou que du grain fin. Ouais, on n'avait jamais vu ça. On n'a jamais fait attention en fait. Non, c'est simplement la progression de l'arbre. S'il est un endroit très, très aéré, il va pousser vite. Donc sa progression sera très, très rapide. Et en sens inverse, il va prendre le temps et donc on aura quelque chose de plus large. Donc une fois qu'on a sélectionné le bois, on va sélectionner la chauffe. Donc je vais demander des chauffes particulières. Vous voyez, tradition 1, tradition 2, tradition, etc. Donc c'est le temps de la chauffe et la durée de la chauffe et la montée en grade. Ensuite, je vais choisir le contenant. Donc j'ai des fûts, parce que là, la législation française et européenne nous demande d'avoir une contenance inférieure à 650 litres pour avoir l'appellation rhum vieux. Donc ici, nous sommes autour de 400 litres maximum, quelques exceptions à 460. On a des fûts de 200 litres, 260 litres, 170 litres. Et tout ça, ça va apporter son lot d'arômes. Et puis ensuite, j'ai des fûts qui ont déjà contenu un autre alcool. Donc on va utiliser des fûts qui ont contenu du cognac, du bourbon, du whisky américain, du whisky irlandais, du whisky français, ou encore du porto ou du moscatel. Donc tout ça, ça va créer un petit peu mon économat où je vais aller prendre mes épices, je dis bien entre guillemets, parce que je n'ai pas le droit de rajouter, donc quand je dis épices qui vont être générées par la chauffe, par l'origine du bois, etc. Et je vais créer mes cuvées comme ça. Et pendant ce laps de temps de vieillissement, dans nos eaux ici, dans nos pays tempérés, pas tempérés, tropicaux, on va avoir une évaporation beaucoup plus importante que ce qui se fait en France. Si je prends la région de Cognac, ils ont une part d'échange qui tourne autour de 2% de perte par an. Nous sommes à 8% par an, ce qui veut dire qu'il y a un coefficient 4 qui se balade entre les deux. Ça veut dire que mon fût, je vais l'utiliser 4 fois moins de temps. Donc, dans la région de Cognac, il peut aller jusqu'à une centaine d'années. Nous, on va jusqu'à 30 ans de passage en bois, d'utilisation du fût. Ensuite, on a 4 fois plus d'évaporation, puisqu'on est à 2 et 8 ici. Ça veut dire qu'on a 4 fois plus de concentration. Ensuite, le rhum qu'on va sortir au bout de 10 ans, par exemple, eh bien, il faut aller chercher un cognac équivalent à 35, voire 40 ans de passage en fût. Certains m'ont dit 60 ans. Une jeune ça faisait juste une année, elle m'a dit 20 ans. Donc on voit que 30, on est dans une moyenne raisonnable. Voilà. Donc en général, c'est pas moi qui le dis. Quand je reçois des gens du domaine, enfin du métier cognac, vieillissement de cognac, je leur demande sur un rhum de 9 ans, 10 ans, quel âge ils peuvent mettre là-dessus, et ça tourne à peu près autour de ça. Pour rebondir sur ce que vous dites, est-ce que vous pensez que ça a contribué à l'explosion du rhum dans le monde, ce concept où justement on peut sortir plus de choses plus vite, avec énormément d'arômes, comparé au whisky où ils doivent attendre 12 ans, 13 ans, 15 ans, donc ils ont des cycles beaucoup plus longs que nous. Est-ce que vous pensez que ça a aidé à vraiment démocratiser le rhum depuis 4-5 ans dans les festivals, qui s'agit vraiment le whisky live par exemple? Ça a démocratisé tout à fait, parce que bon, le rhum était considéré comme c'est les soulards qui boivent ça. Comment dire, l'alcool à vinaigre? Oui, l'alcool vinaigre. Bon. Et on a constaté qu'il avait toute sa noblesse auprès des autres alcools dits nobles, quoi. Quand vous comparez un rhum de 10 ans avec un cognac de 40 ans, vous mettez les deux verres là, les gens peuvent vous dire c'est un cognac.
Donc ça veut dire qu'on a toute notre place à ce niveau-là. Deuxième chose, c'est qu'on est nettement moins cher. C'est-à-dire qu'un cognac, c'est vrai qu'à une époque, le cognac carburait, mais c'était à des prix très élevés. Donc tout le monde n'a pas accès à ce tarif. Et donc un rhum de 10 ans et un cognac de 40 ans, il faut à peu près 4 fois plus d'argent. C'est-à-dire qu'un rhum, c'est à peu près 100 € pour une dizaine d'années. Un cognac de cet âge, c'est 400 € facilement. Et donc, tout ça, ça a permis de démocratiser. Et je pense que ce qui vraiment accompagne ce développement, c'est vous. Avec tous les clubs qui se sont montés il y a une dizaine d'années, même pas 10 ans. Il y a énormément de clubs, partout vous avez des clubs. Et donc, vous faites la promotion via, on va dire, ce canal. En gros, on va passer par d'autres chemins et on a autant de publicité en passant par vous, ce que vous êtes en train de faire là, que passer dans un journal où on va payer combien d'argent pour peut-être. Ils ne vont pas forcément bien parler du rhum, ils vont poser des questions bateau, alors que là, c'est pour des passionnés qui vont vraiment pour l'éducation s'intéresser aux produits en lui-même. Et peut-être une petite question. Parce que je crois que c'est unique au monde, si je ne me trompe pas, la cuvée Telling. Telling, oui. Voilà, parce que Telling, c'est. Alors, peut-être que je me trompe, mais pour moi, c'est la seule fois où j'ai vu une maison de rhum qui a fait un finish whisky, et de l'autre côté, la maison de whisky qui a fait un whisky finish rhum. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur comment vous avez conçu cette cuvée avec Telling? Alors, c'est à travers une rencontre on va dire, des commerciaux qui sont basés sur Paris. Donc c'est Benoît Tarnowski qui est un petit peu à l'origine, et puis ma rencontre avec le maître de chai. Et c'est une toute petite, c'est une petite boîte de whisky qui a à peu près les mêmes principes que nous. Donc c'était familial au départ, et puis ça a été racheté par un gros groupe. Donc ils ont vendu les bâtiments au groupe, mais dans le contrat, ils sont partis avec les rhums et avec les whiskies. Donc ils ont relancé un petit peu. Et donc on a fait le partenariat avec eux en faisant un échange de fûts. Donc ils nous ont envoyé des fûts ayant contenu du whisky de chez eux, je crois que c'était une dizaine d'années, et nous on a envoyé des fûts ayant contenu un rhum d'une dizaine d'années chez eux. Chez nous c'est un petit peu plus marqué, c'est-à-dire on voit bien le profil whisky. Alors je dis quai parce que j'ai demandé mais pourquoi whisky, pas whisky. Oui, il y a le E, oui, il y a le E qui fait la différence. Non, parce que c'est le E de excellence. Donc c'est simplement c'est les éléments qu'on va mettre. Aux États-Unis, on va mettre beaucoup de maillis, on va mettre de l'orge, du houblon, etc. Et eux, ils vont ne pas mettre de maillis et mettre les autres ingrédients. Et puis on va distiller une fois, deux fois, et l'autre endroit on va distiller qu'une seule fois. Donc voilà, on a fait cet échange-là et ça a très bien marqué. Donc l'idée c'est de rester, parce qu'il est passé quand même à l'AOC, c'est de rester sur le profil rhum agricole tout en faisant un clin d'œil au monde du whisky. C'était une super idée, parce qu'en plus, même, alors pas en tant que collectionneur, mais en tant qu'amateur de rhum, du coup c'est super d'avoir les deux bouteilles dans sa bibliothèque, c'est super, parce qu'on trouve vraiment l'identité de chacun dans les deux bouteilles. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que sur le Trois-Rivières, on sent que c'est du rhum, avec la petite finition whisky qui est très sympathique. Et sur l'autre, on sent que c'est du whisky, mais avec effectivement la finition rhum. Alors c'est plus étonnant du coup sur le whisky, parce qu'on n'est pas trop habitué à avoir des whiskies en finition, mais du coup c'est super intéressant parce qu'on retrouve les petites notes de rhum, donc les deux se complètent très bien. Donc on a trouvé que c'était vraiment une très très belle cuvée, une très bonne idée d'avoir fait ça. Le packaging il est vraiment très sympathique, vous avez vraiment fait je trouve un beau travail de collaboration entre deux mondes différents et qui sont complètement complémentaires, parce que nous, je pense qu'on vieillit dans des fûts de chez eux entre guillemets, et le fait d'avoir fait ce mariage en fait sur la gamme, on a trouvé que c'était vraiment une super idée. Alors, on n'a pas que celui-là, on a aussi une autre finition qui s'appelle Finish Whisky, simplement. On n'a pas pris d'accord avec le faiseur de whisky, qui est la maison Roselier. Et on a été chercher chez eux des fûts les plus marqués au niveau de la tourbe.
Et donc là, on va avoir ce petit côté tourbé en éclat et on va revenir sur l'univers du rhum agricole. Le ratafia, c'est un mistel que j'ai créé il y a peut-être une bonne dizaine d'années, si ce n'est plus. Le premier lot, alors l'idée c'est de se dire si le pinot existe, pourquoi ne pas créer notre propre pinot? D'accord. Donc j'ai pris du jus de canne et avec ce jus de canne là, j'ai réduit mon rhum à haut degré. Donc j'ai pris un rhum à 67-68 degrés et j'ai rajouté mon jus de canne dedans. Ne sachant pas où aller, j'avais fait deux variantes. Une où j'avais mis 2 tiers de jus et un lot où j'avais mis 1 tiers de jus. Et in fine, au bout des années de dégustation, bon, il fallait presque 50-50. Donc j'ai réduit mon rhum simplement avec du pur jus de canne. J'ai mis à vieillir dans des fûts. Et le premier lot à vieillir, ça n'a pas forcément d'importance, mais dans des fûts de 170 litres, au bout de 7-8 ans, j'ai récupéré 120 litres. 180 litres. Donc sur 2 fois 170, j'ai récupéré que 180 litres. Ensuite, la direction m'a demandé de laisser ça en stand-by. On va ressortir ça. C'est resté quelques années en stand-by. Et puis on a recommencé avec l'arrivée de Chevrillon dans le groupe. Et donc ça a fait des vieillissements de 4 ans, 3 ans, 2 ans, 1 an. Et puis j'ai fait mon assemblage de ces différents on va dire mistel vieillis. Et j'ai sorti ça en 2019, où on a obtenu dans la catégorie terroir pour prix de l'innovation. On a obtenu le trophée. C'est un concours qui se passe au Parme, où il y a présent tous ceux qui veulent s'y présenter, des repas pour bébés, des yaourts, etc. Donc voilà, on a obtenu ce trophée-là. Donc, à travers cette dégustation, on va trouver le goût de la canne fraîche, autant au nez qu'en bouche. Et ça se marie très bien avec un bleu ou voilà, un fromage assez fort et du même acabit que le bleu. Bien évidemment à nos frères guadeloupéens, je souhaite à travers cette vidéo une bonne dégustation, même si c'est virtuel. Mais en Guadeloupe, il y a de très bons rhums et donc vous y trouverez du plaisir certainement. Bonne dégustation à tous et à bientôt. Parce que j'ai des parents en Guadeloupe, donc j'y vais régulièrement. En tout cas, merci beaucoup pour votre accueil et puis pour la dégustation et la visite. On vous remercie énormément et puis peut-être un de ces 4 en Guadeloupe. Parfait, un de ces 4 en Guadeloupe. Merci. Allez, au revoir. Ça y est, notre épisode s'achève ainsi. Nous espérons que vous avez apprécié cette visite et surtout l'entretien avec le maître de chai Daniel Boudin. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode. À très bientôt.